Le 18 janvier 1941, un Hawker Sea Hurricane, matricule Z7015, décolle de l'aérodrome de Fort William dans la province d'Ontario au Canada. Aujourd'hui, c'est le seul Sea Hurricane à avoir survécu sur 700 appareils construits. Voici l'histoire de ce Hurricane et de l'équipe d'hommes dévoués qui lui ont fait reprendre les airs au terme d'un travail acharné de 9 ans, 9 mois et 9 jours. Le merveilleux bruit du moteur Merlin propulse un des plus beaux avions restaurés et conservés ici à Duxford. Un son agréable et familier pour le quart de million de visiteurs qui se pressent chaque année aux portes du musée impérial de la guerre. Mais cet avion, le moteur qui le propulse et ce son qui le caractérise constituent un ensemble unique. Il s'agit du dernier des Sea Hurricane, équipé de l'unique moteur Merlin Mark III et du dernier Hurricane volant de ce type au monde. Basé désormais à Duxford, le Sea Hurricane Z7015 s'est envolé pour la première fois depuis plus de 50 ans, le 17 septembre 1995, après 9 ans, 9 mois et 9 jours de travail effectués par une équipe qui s'est attachée à ce splendide ouvrage de restauration et qui a donné une deuxième existence à l'un des avions les plus rares. David Lee, directeur adjoint de Duxford, est responsable de tous les avions recueillis par le musée impérial de la guerre, et c'est lui qui décide quel usage en faire, en accord avec le message que le musée tente de diffuser au public. Au début des années 80, nous n'avions pas de Hurricane à Duxford. Duxford a toujours eu la réputation de privilégier le Spitfire. Mais on peut considérer que le Hurricane a joué un rôle probablement plus important que le Spitfire, comme l'a démontré son intervention au cours de la bataille d'Angleterre, sur laquelle Duxford se penche tout particulièrement. Nous voulions obtenir un Hurricane, ce qui explique comment. Lorsque la collection Shuttleworth a demandé la prise en charge de la restauration de leur appareil, nous avons sauté sur l'occasion. Chris Shippington, conservateur de Duxford, coordonne le travail de volontaires et d'employés qui se sont attachés à la restauration de ce classique. Nous essayons de préserver les avions autant que possible pour que les générations à venir comprennent leur place dans les conflits du passé. Et par quels moyens on cherchait à résoudre ces conflits. Nous visons à restaurer ces appareils de façon à ce qu'ils demeurent en exposition statique. Le Sea Hurricane a ceci de particulier que c'est la seule pièce de ce musée que nous avons décidé de remettre en état de voler. C'est important vis-à-vis du rôle qu'il a eu à jouer dans le second conflit mondial et au cours de la bataille d'Angleterre en particulier. Le Hurricane a toujours été moins apprécié que le Spitfire. L'avion est aujourd'hui restauré et conservé à Duxford, mais il est destiné à prendre place auprès d'autres avions historiques à l'aérodrome de Old Warden dans le Bedfordshire. Jonathan Peel, le directeur général de la collection Shuttleworth, gère le bon fonctionnement de son musée et veille à la préservation des appareils présentés. Le Hurricane a connu le même traitement que le Spitfire Mark V. Dans les premières années qui ont suivi sa résurrection, il a fait la navette entre ici et Old Warden. Et il sera désormais basé à Old Warden à long terme. Notre slogan depuis de nombreuses années, « Le temps s'envole quand on travaille à Old Warden », s'applique non seulement au rythme de vie que nous imposent nos activités, mais aussi aux gens qui les mènent. L'appareil appartient toujours à la collection Shuttleworth, mais nous avons un accord avec eux selon lequel, s'ils avaient un jour à vendre le Hurricane, ils doivent d'abord nous faire une offre privilégiée. Nous nous sommes engagés dans le projet bien plus que je ne le pensais, et nous sommes également profondément investis d'un point de vue financier pour voir cet avion voler à nouveau. Dernièrement, beaucoup de personnes se sont prises d'intérêt pour ce travail, autant pour les travaux de menuiserie que le toilage, la peinture. En l'espace d'une année, on a redoublé d'activité, mais le gros du travail a quand même été réalisé par l'équipe de Duxford.
Les phases progressives de la restauration du Sea Hurricane ont été l'attraction principale pour le public de d'Oxford. À présent qu'il est en état de voler, de quelle façon le musée impérial de la guerre compte-t-il gérer l'avion appartenant à la collection Shuttleworth? La gestion en revient à Shuttleworth qui fournira aussi les pilotes et l'entretiendra pendant 2 ans à Duxford même. Après quoi, il partagera son temps de présence entre Duxford et Shuttleworth. Quant à l'avenir plus lointain, les options restent ouvertes. L'accord entre la collection Shuttleworth et le musée impérial de la guerre assure l'avenir du Hurricane. Mais l'histoire de cet appareil appartient au passé, un passé intimement lié à la passion que lui ont vouée les hommes de cette équipe 9 ans durant. Le parcours de ce Sea Hurricane ne représente qu'un chapitre dans l'histoire de ce modèle. Afin de comprendre l'évolution de cet appareil, depuis son introduction en tant qu'avion basé sur des terrains d'aviation jusqu'à son emploi embarqué sur des navires de guerre, il nous faut nous plonger dans les origines du Hurricane. Le premier avion à usage militaire conçu par Sir Sidney Cam fut le Horsley, construit sous la direction de W.J. Carter, ingénieur en chef chez Hawker. Son premier avion construit en grand nombre fut le Hawker Hart, à structure métallique. Et 1930 voit l'introduction du Hawker Fury. Les deux appareils étaient propulsés par un moteur Rolls-Royce Kestrel et à partir de ces deux modèles, il fut décliné une gamme assez large de variantes telles le Demon, l'Odak, l'Osprey, le Hind et le Hector. Ce Hind, qui faisait anciennement partie du contingent de la flotte aérienne afghane, a été restauré soigneusement par la collection Shuttleworth et montre idéalement l'évolution des concepts de Cam. On distingue clairement le profil qui va se dégager pour former le Hurricane. Le 6 novembre 1935, le prototype d'un Hurricane K5038 propulsé par un moteur Rolls-Royce Merlin décolle de la base de Brooklands pour son premier vol test, piloté par George Bullman, pilote d'essai en chef chez Hawker. Se fondant sur la réussite des vols d'essai et anticipant sur la commande de la part des forces aériennes, Cam montre sa confiance dans le Hurricane en lançant la production de 1000 appareils à Kingston. En décembre 1937, les 9 premiers Hurricanes rejoignent la RAF dans l'escadron numéro 1 à Northolt pour remplacer des Gloster Gauntlet vieillissants. C'est les tout premiers modèles répondant à une commande des forces aériennes de 600 appareils qui allaient se voir grossir au cours des 7 années qui suivirent pour totaliser 15 000 Hurricanes. L'histoire du Hurricane est une véritable épopée difficile à résumer. L'itinéraire du Sea Hurricane en est une page modeste, mais néanmoins importante. Le Hurricane n'a pas été prévu pour servir sur des porte-avions. Son évolution vers une configuration d'avion embarqué est venue plus par nécessité que par dessein. Le concept de Cam montre à quel point cet appareil est versatile. Au début de la Seconde Guerre mondiale, l'aéronaval n'était qu'un modeste corps d'armée rattaché à la Royal Navy. Hugh Popham, historien spécialisé dans ce corps d'armée, a volé sur le Sea Hurricane. Il faut remonter à 1917, lorsque l'ancien Royal Naval Air Service a fusionné en une seule arme avec le Royal Flying Corps. Jan Christian Smuts était un général sud-africain qui, en 1917, a jeté les bases d'une force aérienne qui engloberait le Royal Naval Flying Service et le Royal Flying Corps. Le ministère de la Guerre ratifiait alors son plan de restructuration, ce qui donna naissance à la Royal Air Force. Le plan fonctionne pour l'établissement d'une force aérienne basée sur la terre ferme, mais recèle des conséquences sérieuses pour l'aviation navale. La Navy n'a exercé aucun contrôle sur ses pilotes, ses appareils, et ce jusqu'aux années 30. Il faut attendre 1937 pour que la Royal Navy regagne le contrôle de sa division volante, et ce dans des conditions assez ardues. Les officiers navigants n'étaient guère nombreux et les avions reçus par le corps volant étaient vétustes et dépassés.
La division volante de la Navy ne fut dotée du support technique et de ses avions que juste avant la guerre. Il était bien sûr trop tard, dans la mesure où la production d'avions était destinée quasi exclusivement à la RAF. Les avions embarqués étaient les Skua, Albacore, Fulmar et Swordfish, comme ce duo restauré par l'escadre historique de la Royal Navy. C'est fascinant de voir qu'ils étaient dotés d'avions littéralement en décrépitude. Je savais qu'il s'agissait d'un petit corps, mais ces hommes étaient animés d'un esprit hors du commun. Et ce, malgré l'état de leur machine. L'amirauté considérait ces avions comme ses navires, préconisant un usage multiple et un équipage au grand complet à ses commandes. Selon certaines huiles, les avions devaient pouvoir servir à l'interception de vaisseaux armés, à des reconnaissances occasionnelles et à des missions de torpillage. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale va éclater, l'amirauté n'a encore jamais envisagé de se doter d'appareils effectuant une seule tâche spécifique, allant même jusqu'à décider de l'inutilité de cette démarche à la suite de tests effectués avec des Hurricanes. L'amirauté doutait que l'on puisse manœuvrer un monoplan et le faire décoller d'un porte-avions. L'amirauté devait se voir contredite par la campagne norvégienne menée par la RAF. En juin 1940, les Hurricanes de l'escadrille 46 sont envoyés à bord du HMS Glorious pour assurer la couverture aérienne de l'évacuation des troupes en employant dans les terres des pistes d'atterrissage de fortune établies à la hâte. Devant la progression rapide des troupes allemandes, le commandant Cross reçoit l'ordre de détruire ces Hurricanes ou de les envoyer à la suite des équipes au sol vers la côte nord pour être démantelés et rapatriés par cargo. Cross estima que les deux options étaient une perte de temps et de précieux matériel. Après concertation avec le capitaine du Glorious, Cross s'envole vers le porte-avions qui fait route à pleine puissance et le rejoint avec 10 appareils de son escadrille. Il avait fait lester la queue de ces appareils qui vinrent les uns après les autres se poser avec largement d'espace pour effectuer la manœuvre, avec pour seul incident une roue endommagée de la queue de l'appareil de Cross. Malheureusement, le Glorious est intercepté en route par deux vaisseaux allemands et coulé, avec tous les appareils et surtout 1515 hommes d'équipage. De tous ces hommes, seuls 43 survécurent, dont le commandant Cross et son second, le capitaine Jameson. Tous deux continueront la guerre et recevront les plus hautes distinctions. C'était un événement tragique, mais très important. Si les avions de la RAF parvenaient à apponter sans crochet, l'aéronaval pouvait le faire avec des crochets, sur les ponts de navires équipés. Une péripétie ayant marqué l'histoire du Sea Hurricane fut la menace que constituaient les avions de reconnaissance à longue portée Focke-Wulf 200 qui décollaient de l'aérodrome de Bordeaux-Mérignac. Ceux-ci harcelaient les convois dans l'Atlantique, au-delà du rayon d'action de tout chasseur basé à terre. La première solution trouvée fut d'équiper les navires de catapultes, grâce auxquels un avion pouvait s'élancer à la poursuite d'un Condor. Mais pour le retour, cela ne laissait au pilote que le choix entre le voyage jusqu'à une base à terre ou le parachutage en haute mer non loin du vaisseau. L'aéronaval s'équipa d'abord de 4 vaisseaux à catapultes, d'anciens navires commerciaux, avec un équipage de la Royal Navy et des pilotes de la 804e aéronavale. Au milieu de l'année 1940, 35 Hurricane Mark I reçoivent des modifications leur permettant d'être catapultés depuis des navires. Les VMAC, ou vaisseaux marchands armés de catapultes, étaient semblables à ceux de l'aéronaval, mais leurs équipages étaient constitués de volontaires récemment groupés à Liverpool, issus de la marine marchande et de pilotes de la RAF. Il s'agit des premiers Sea Hurricane, ou Hurricats, qui n'étaient employés qu'avec circonspection. Sur les 200 VMAC prévus en 1940, il n'en fut converti que 35, qui effectuèrent 175 missions de protection de convoi.
C'était une décision importante à prendre pour un VMAC que de lancer son appareil, parce que c'était le seul dont le vaisseau disposait sans aucune possibilité de le récupérer. Mais bientôt, nous avons trouvé refuge sur les navires américains Woolworth, qui étaient bien meilleurs que les nôtres. J'ai servi à bord d'un vaisseau anglais, le Campania, qui était tout simplement horrible. Mais peu à peu, une flotte s'est constituée grâce à ces bateaux américains avec lesquels on a pu fournir une bonne couverture au convoi. Parmi les raisons historiques ayant poussé les gens de Duxford à accueillir le Sea Hurricane, la bataille d'Angleterre fut un des critères décisifs, le Sea Hurricane ayant précieusement secondé la RAF lors des affrontements dans les cieux anglais. Le lieutenant R.J. Cork était sous les ordres de Douglas Bader. Il a acquis sa première expérience sur Hurricane dans la RAF avant leur introduction dans l'aéronavale. Cork s'y est distingué avant de rejoindre les Sea Hurricane de la Royal Navy, dont il fut l'un des meilleurs pilotes. Mais il trouvera la mort en 1944. À la fin de l'année 1940, il apparaît évident que l'éthique navale est inadaptée aux besoins contemporains d'appareils monoplaces embarqués, capables de développer de grandes vitesses. La versatilité du Hurricane en fait le seul appareil disponible immédiatement pour reconversion. En 1941, l'aéronavale procède à la formation des pilotes. Des hommes dotés d'une certaine expérience sur Hurricane comme Cork avaient pour charge d'effectuer au mieux la transition et d'enseigner les tactiques de combat acquises lors de la bataille d'Angleterre. Le premier véritable Sea Hurricane doté d'un crochet, d'un chariot à catapulte et d'une radio longue portée sort d'une série de tests menés sur le prototype par la firme Hawker. Les versions du Sea Hurricane qui suivront seront confiées à la société General Aircraft Limited, basée à Hanworth, qui sortira ses premiers Sea Hurricanes en 1941 et en produira 700 pour la Royal Navy. Cet appareil fit partie des premiers à être convertis. Des 700 Sea Hurricanes fabriqués, il s'agit du dernier existant encore. Les recherches pour retracer l'histoire du Z-70-15 ont duré pour Owen Didsdale presque autant de temps que le travail de restauration proprement dit. Les recherches ont été entamées par une autre équipe mise en place par Duxford et nous les avons reprises partiellement, puis intégralement. Case et moi, nous nous amusons à dire que nous avons commencé à partir d'un échantillon de peinture pour en arriver là où nous en sommes. Les archives démontrent que la partie centrale de l'appareil avait été structurée sous la configuration d'un Hurricane Mark I de 1939. Premier rebondissement, les archives sont incomplètes jusqu'à 2 ans plus tard où il est fait mention d'un Mark I immatriculé Z-70-15 arrivé en provenance du Canada. Afin de procéder à la fabrication des appareils à l'abri de la menace de guerre grandissante en Europe, Hawker a conclu un accord avec la société Canadian Car and Foundry, établie à Fort William, aujourd'hui rebaptisée Thunder Bay dans l'Ontario. Chaque plan, chaque croquis et la moindre pièce de la chaîne d'assemblage de Kingston sont microfilmés et envoyés au Canada. Il est fort probable que la section centrale du Hurricane bâtie à Kingston ait elle aussi été envoyée à Fort William en tant que patron pour les 1451 appareils construits là-bas en 3 ans pour revenir en Angleterre achevé sous son matricule Z-70-15 en 1941. Cette hypothèse est tout aussi valable pour expliquer le métissage du Z-70-15 que celle du remplacement de la partie centrale d'un appareil de fabrication canadienne par un élément anglais à la suite d'un crash. La logistique de réparation des Hurricanes impliquait le recyclage ou l'incorporation d'éléments issus de plusieurs autres appareils irrécupérables pour rendre un Hurricane à nouveau opérationnel. Selon toute vraisemblance, la véracité des faits ne pourra jamais être connue, mais avec ou sans le début de preuves apporté par la section centrale du Z-70-15, on sait malgré tout que celui-ci fut le 93e Hurricane canadien sorti des chaînes d'assemblage de la Canadian Car and Foundry. Il effectua son vol inaugural depuis Fort William le 18 janvier 1941.
Les documents du test en vol d'origine ont été retrouvés par un coup de chance en 1994 et envoyés à David Lee par David Birch de la Fondation historique Rolls-Royce. Ces documents montraient que les 18 et 19 janvier 1941, le Z-70-15 prit les airs à 5 reprises. Ce rapport et les renseignements qu'il recèle ont traversé les années pour parvenir entre les mains de David Lee. Ils existent grâce à une simple fuite d'huile observée lors des vols d'essai et nécessairement consignée dans ce document il y a de cela 53 ans. Ce Hurricane, parti pour l'Angleterre en 1941, fut alloué à la RAF à la base d'Henlow le 18 mars, d'où il fut ensuite expédié vers une autre unité d'entretien à Campbell cette fois-ci. Sa vie dans la RAF prit fin le 27 juin lorsqu'il fut transféré à la General Aircraft Limited pour conversion en Sea Hurricane 1B. L'aéronaval l'intègre dans ses effectifs le 29 juillet 1941 à Yeovilton. Il est parti pour servir sous le premier escadron équipé de Sea Hurricanes, le 880e. Il devait être ensuite intégré au HMS appelé l'Indomptable. Les archives montrent qu'une formation placée sous le commandement du lieutenant-colonel Judd, embarqué sur le HMS Furious, décolle pour une mission au-dessus de Pezzano. Le reste de l'escadron, y compris le Z-70-15, parcourt les aérodromes des comtés de Hockley et de Shetland, sous le commandement du lieutenant W.H. Martin. Au retour de la formation de Judd, l'escadron 880 se regroupe à Sumburgh et le Z-70-15 est piloté à 5 reprises par le sous-lieutenant Popham selon les manifestes de vol. Le 13 octobre 1941, l'escadron 880 est affecté au porte-avions Indomptable. Le 7 octobre, le Z-70-15 quitte Sumburgh comme l'indique le journal de bord de l'escadron. Mais il ne figure pas au nombre des Sea Hurricane qui arrivent sur le porte-avions. Sa disparition demeure un mystère. On le retrouve une dernière fois avec certitude en avril 1942, dans des hangars civils à Barton, dans la région de Manchester. Il semble que l'appareil y ait subi des réfections en profondeur, incluant la restauration du train d'atterrissage. De décembre 1942 à la mi-43, il est affecté à l'escadron 759, ce qui est en fait l'école de pilotage de Yeovilton. À la fin de 1943, il a été envoyé à l'école de l'air de Loughborough, ce qui lui a valu de réchapper à la guerre. Le 21 février 1961, Loughborough échange son Sea Hurricane et un Spitfire 5C contre un jet Provost avec la collection Shuttleworth. Le Z-70-15 trouve enfin sa place parmi les autres appareils historiques de Hall Warden. Le Sea Hurricane, sous l'apparence d'un Hurricane Mark I de la RAF, s'est placé à côté d'un Spitfire en présentation statique. Norman Gardiner, qui coordonne le projet de sa restauration, le trouve dans les années 60. Sans le savoir, il vient de poser les yeux sur son futur projet qui l'occupera bien des années. Quand je l'ai vu pour la première fois, je l'ai pris pour un Hurricane Mark I. Il était à côté d'un Spitfire PR-11 aux portes de la collection Shuttleworth à l'aérodrome de Old Warden. J'étais comme hypnotisé. Les deux appareils avaient l'air opérationnels. Le Spitfire avait l'air en meilleur état que le Hurricane. Je me suis dit que c'était une honte de les laisser dehors. L'Hurricane demeure à Warden jusqu'en 1967, lorsque tous les appareils encore opérationnels, pouvant être remis en circulation, furent réemployés par la RAF à la base de Henlow. C'est là que Norman Gardiner croise à nouveau le chemin du Sea Hurricane. Je donnais un coup de main au mécanicien de la RAF qui était en plein préparatif du tournage du film sur la bataille d'Angleterre et qui préparait les appareils devant apparaître à l'image, dont celui-là.
Je faisais tourner le moteur et je travaillais à retaper le radiateur. Mais nous n'avions jusque-là jamais réussi à le faire décoller. Et ce n'était pas plus mal, car nous ignorons à quel point la queue de l'avion était atteinte par la corrosion. Donc c'est un heureux concours de circonstances. La panne de radiateur évite un désastre. Si le Z-7015 avait volé devant les caméras en 1968, la queue se serait immanquablement désintégrée. À la suite du tournage du film La bataille d'Angleterre, le Sea Hurricane retourne à Old Warden et reste sur place jusqu'en 1975, époque à laquelle Norman le retrouve à nouveau sur l'aérodrome de Doughty, dans le Gloucestershire. À la fin des années 70, je travaillais comme responsable de maintenance des appareils pour l'escadron de Doughty, sous les ordres du commandant Neville Duke, connu pour avoir été pilote d'essai sur le Hawker Hunter. Je pense que c'est l'amitié qui liait le général de brigade aérienne Wheeler avec Sir George Doughty, qui est à l'origine de la prise en charge de la restauration du Sea Hurricane par les infrastructures de Doughty. Le général de brigade aérienne Wheeler est à l'époque membre du conseil d'administration de la collection Shuttleworth. Il avait par le passé engagé l'équipe de Doughty pour la restauration d'un Gloucester Gladiator, un travail qui l'avait impressionné. Malheureusement, alors même que nous n'avions rencontré aucune difficulté dans notre tâche, le temps pour nous d'en arriver à la queue, nous avons découvert à quel point celle-ci était rouillée. Nous avons mené une enquête pour évaluer la fiabilité et la faisabilité du remplacement pur et simple de la queue. Une enquête restée sans succès. Et le projet dut être abandonné. À ma grande déception, l'appareil fut réexpédié en pièces détachées à Old Warden. Il y restera jusqu'en 1981, sauf pour les ailes qui furent envoyées à British Airways Heathrow en 1980 dans l'attente d'une éventuelle restauration dans les années à venir. La collection Shuttleworth cherchait qui pourrait bien se charger de la restauration du Sea Hurricane. Ils nous ont contactés, à quoi nous avons répondu bien vouloir tenter l'expérience et ils nous ont amené le Sea Hurricane en plusieurs pièces dès 1982. Le Hurricane est arrivé au musée impérial et a été placé dans ce qui est aujourd'hui le hangar 5. Et quelques volontaires bien courageux se sont attelés au travail. Malheureusement, cette équipe n'a pas vraiment accompli grand-chose à cause des très faibles moyens dont nous disposions. Alors, je me souviens l'avoir réclamé haut et fort. Une équipe de restauration ne peut fournir de résultats probants que si elle se voit accorder les fonds nécessaires. Un accord est signé entre Shuttleworth et Duxford et Norman Gardiner est nommé responsable du projet de restauration. J'ai demandé à David Lee, directeur adjoint à Duxford, ce qu'il était advenu de l'équipe qui avait restauré le Spitfire. Voici le résultat du travail de cette équipe sur le Spitfire Mark 5C de la collection Shuttleworth. Les hommes qui l'ont restauré avaient derrière eux une longue expérience dans le domaine et une bonne réputation. Mais ils hésitaient à reprendre un nouveau projet issu de la collection Shuttleworth. Lee et son équipe se sont vus couverts de louanges pour leur travail sur le Spitfire. Et ce que j'espérais, c'était de les voir s'atteler au Hurricane pour accomplir un travail aussi bon. L'équipe est constituée en janvier 1986 et se met au travail dans ce qui sera désormais connu sous le sobriquet de Atelier Sea Hurricane. Keith Taylor, chef d'équipe et spécialiste du moteur Rolls-Royce Merlin, s'imagine encore que le travail du groupe ne durera pas longtemps. Au départ, nous devions nous occuper que du moteur. Et on s'est alors rendu compte que nous n'avions pas le bon modèle. On a alors trouvé celui-ci, mais du coup, on s'est retrouvé avec tout le travail. La première fois que nous l'avons vu, ce n'était pas un avion, mais tout juste un amas de bouts de ferraille. Steve McManus, adjoint de Taylor, avait essayé par le passé de se procurer le Sea Hurricane. Le Sea Hurricane était planté là-bas, à Old Warden, et nous avions demandé à le restaurer. Mais on nous avait répondu qu'il devait être restauré par une équipe de Staverstone. Du coup,
Quand on s'est retrouvé avec le Hurricane sur les bras, c'était comme si on s'était procuré une maquette sans les consignes d'assemblage. On établit d'abord une nomenclature de la moindre pièce. En cela, l'équipe n'avait pas besoin d'être encadrée. Ils ne m'ont pas attendu. Ayant voyagé à travers le pays, il est évident que l'appareil était vraiment loin d'être complet. Avant que le travail ne commence, la section centrale devait être démontée et examinée soigneusement. La queue, à l'endroit où l'appareil reposait à même l'herbe, était complètement rouillée. La structure tubulaire était sérieusement endommagée. Et on voyait que les points les plus rouillés avaient été sommairement retouchés. On a vu par exemple des sortes de joints faits de plaques de métal soudées par-dessus les tubes les plus mal en point, au lieu du remplacement pur et simple de ces éléments. Il nous fallait tout démonter et reprendre l'ensemble depuis le début, la seule solution qui s'imposait. Quand ils ont entrepris de réparer les tubes rouillés, ils ont vu combien ils étaient devenus inutilisables. Il fallait presque tout remplacer. Et on ne peut pas faire ça sans faire appel à un ingénieur qualifié. Et c'est là que Norman Chapman est entré en scène. Le musée impérial de la guerre l'a nommé ingénieur qualifié pour ce projet. Norman avait déjà prêté main forte en tant qu'ingénieur pour le projet Spitfire. Et on savait que sa contribution apporterait sa parfaite connaissance des appareils anciens remontant à son premier contact avec les Hurricanes d'origine en 1940. En fait, tout ce que je fais, c'est de m'assurer que les garçons installent bien les bonnes pièces aux bons emplacements et au bon moment. Le vrai travail, c'est de s'assurer de la conformité des pièces à inclure dans l'assemblage global. Quand je me suis lancé dans le projet, on ne disposait d'aucun papier, d'aucun document pouvant nous éclairer sur la marche à suivre. On l'a démonté pour ne laisser qu'un tas de tubes. Nous les avons inspectés et nettoyés l'un après l'autre. Et nous avons ensuite décidé lesquels nous allions garder et lesquels allaient finir à la ferraille. Dans la plupart des cas, nous ne pouvions même pas reconnaître quel morceau on tenait entre les mains. Pour tout vous dire, des gens sont venus un jour nous voir à l'atelier et nous ont dit « Il paraît que vous avez chez vous un Hurricane », à quoi on leur a répondu « Mais certainement, vous venez même de marcher dessus ». L'équipe du Spitfire se transforme peu à peu en équipe du Hurricane. Mais la différence entre les deux appareils a-t-elle suscité des problèmes? La constitution du Spitfire était... Je vais en choquer plus d'un, mais tant pis. Elle était plus facilement gérable par un mécanicien d'expérience. La méthode était plus simple et carrément plus moderne. C'était plus simple avec le Spitfire, qui était juste constitué d'un assemblage de métal et d'un revêtement. Dans le cas du Hurricane, il s'agissait d'une structure plus ancienne, avec le squelette en métal doublé de lattes de bois, donnant leur forme au fuselage et aux ailes, des crochets pour disposer la toile, et la toile elle-même qui constituait la dernière couche. On s'est bien sûr creusé la tête par moments, à se demander s'il avait bien fabriqué cet engin de cette façon. On se disait, comment ils ont fait ça? Oh, ils ont mis des tubes là-dedans? Après un inventaire exhaustif et une évaluation complète de l'état des pièces inventoriées, la reconstruction commence en 1987. La première tâche consiste à remplacer les 4 tubes longitudinaux qui courent du nez à la queue de l'appareil. Conformément aux standards de fabrication chez Hawker, les tubes devaient être soudés de manière angulaire, ce qui constitue pour l'équipe son premier défi. La machine qui permettait l'angulation des tubes venait d'être désassemblée par Hawker à Kingston. Et du coup, on ne pouvait plus aller plus loin. C'était un coup dur, parce que ça nous a pris 6 mois pour obtenir une machine en état de marche, capable de produire les tubes aux dimensions requises. 2 mécaniciens de la base qui travaillaient avec nous à temps partiel ont eu une idée qui fonctionnait aussi bien que la machine d'origine et qui nous a permis d'imprimer les angles voulus à nos tubes. Ça nous a donné les moyens de rebâtir entièrement le fuselage de l'appareil. En 1987, le train d'atterrissage et certaines autres parties comme le radiateur sont envoyés à l'entretien en sous-traitance par des techniciens spécialisés, pendant que le travail continue sur la section centrale et le fuselage de Hurricane.
Nous avons remis en état ou remplacé tout ce que nous pouvions sur la structure primaire du fuselage. Toutes ces parties invisibles pour le profane, car elles sont recouvertes. Nous avons commencé à tout rassembler avec les nouveaux tubes, d'abord sur la section centrale, puis sur la structure du fuselage, ensuite autour du cockpit et la partie située immédiatement sous le moteur. Il y avait beaucoup de travail, parce que le squelette est lui-même parcouru de câbles d'acier servant à tendre l'ensemble dans un méli-mélo assez complexe quand vous installez la moindre partie nouvelle sur ce squelette. On a donc tout reconstruit en partant de la section centrale vers la queue. Le problème que l'équipe savait inévitable et qui avait déjà mis un frein à la première tentative de restauration à la fin des années 70 était l'état de corrosion avancé de la queue qui la rendait irréparable. Heureusement, d'autres Hurricane souffraient du même problème. Cranfield College avait fabriqué un moule pour les plaques de revêtement au lieu d'employer des plaques préformées pour recouvrir le fuselage à cette partie de l'appareil. D'emblée, on n'y avait pas pensé. Il nous a donc suffi de le leur envoyer et là, c'était bon. Au cours de l'année 1988, la structure de base était reconstruite, le réservoir et le radiateur réintégrés dans la section centrale après l'intervention de la société Cambridge Radiator. Le problème qui s'est posé ensuite fut la charpente en bois. Elle devait à l'origine être reconstruite pour nous par la société Morris Baylis. Mais malheureusement, ils n'ont pas été loin. Et pour des questions de temps, il nous a fallu tout faire nous-mêmes. Avec le soutien du musée, nous avons pu engager un charpentier qualifié. Celui-ci est arrivé et nous a fait un travail remarquable. On a ensuite travaillé les gabarits que l'on a reportés sur du contreplaqué. Certains étaient assez mal en point, mais suffisamment bons pour que l'on puisse en reproduire des patrons. Quand il en manquait un bout, on les traçait plus longs pour les peaufiner ensuite une fois qu'ils étaient fixés sur l'appareil. Plusieurs mois passent à combiner soigneusement les gabarits au fuselage jusqu'à un assemblage parfait. Et lorsque les pièces confiées en sous-traitance reviennent à l'atelier en 1989 pour être intégrées au reste, l'assemblage commence enfin à ressembler à quelque chose. En 1990, Keith Taylor se lance dans la tâche la plus ardue, la remise en état du moteur Merlin. Voici un piston. Il y en a 12 comme ça dans un moteur, 6 de chaque côté alignés en V. Ici, ce sont les soupapes, 4 par cylindre, 2 soupapes d'admission et 2 autres d'échappement qui donnent dans ce collecteur d'échappement. Et voici l'arbre à cam qui actionne les rampes de culbuteur qui enfoncent les soupapes. Et l'arbre à cam est entraîné par pignonnerie. Là, c'est le cœur du moteur. C'est là que se trouve le vilebrequin qui donne dans l'engrenage de démultiplication. Cette roue est activée par une plus petite qui réduit de 2,5 fois la vitesse de rotation de l'hélice. En fait, on ne se rend compte de la vraie nature d'un moteur que lorsqu'on le démonte ou qu'on le réassemble. Et dans ce cas précis, on sait qu'il est excellent, tout est rigoureusement correct. La personne qui l'a conçu est passée nous voir pour y jeter un petit coup d'œil. Nous avons dû faire appel à Alec Harvey Bailey, qui était le spécialiste Merlin chez Rolls-Royce durant la guerre, et qui est venu nous donner son avis sur l'état du moteur. Selon lui, le moteur était comme neuf. Heureusement, le comité d'homologation a accepté son expertise. Pendant les 18 mois de réfection du moteur, le travail continue sur le reste de l'appareil. Les systèmes électriques et hydrauliques sont réinstallés dans la section centrale. La charpente progresse, elle aussi. En septembre 1991, le moteur Merlin 3 est enfin reconstruit. Il reçoit même une finition de peinture aux couleurs Rolls-Royce d'origine. Il est prêt à être réintégré au Hurricane.
Après des années de travail, les gabarits en bois sont définitivement installés sur le fuselage. D'abord, les pièces en bois sont ajustées sur la carcasse métallique de la section centrale à la queue et les longerons qui soutiendront la toile sont fixés sur le squelette. Tandis que la charpente progresse, la queue a été envoyée à Shuttleworth où le chef mécanicien Chris Morris supervise le travail effectué sur les gouvernes. À Duxford, l'équipe s'attelle à l'aspect le plus pointu de la restauration, celui du crochet d'appontage. Le Sea Hurricane recourait à une méthode de déploiement très simple du crochet d'appontage. On relâchait le crochet qui venait se prendre dans les câbles tendus sur le pont du porte-avions. Les mécaniciens de bord se contentaient de raccrocher l'équerre du crochet sous l'appareil. Mais pour des raisons de sécurité, le crochet du Z-70-15 devait pouvoir être déployé et ramené selon nécessité par le pilote depuis son cockpit. On a pensé à de nombreux dispositifs avec plus ou moins de succès, jusqu'à ce que l'on imagine un dispositif pneumatique couplé à un ressort activé par le pilote. Le fait de relâcher la pression ramène le crochet dans sa position rétractée. À ce stade des opérations, l'équipe procède à l'examen des ailes. On se souvient que la British Airways les avait remises en état bien avant le début de la restauration de l'appareil. Après inspection détaillée, elles semblent avoir besoin d'un bon nettoyage et d'une couche de peinture. Mais elles se révèlent en parfait état de fonctionnement. Ce n'est qu'en 1993 que Chris Morris et Andrew Breslant arrivent de Shuttleworth pour se consacrer au remplacement du toilage. Dans le cadre de cette opération, on tend du lin irlandais par-dessus le fuselage, sur les longerons et les gabarits pour le coudre de manière permanente. Une fois la toile disposée, 6 couches d'apprêt sont appliquées pour imprégner et faire rétrécir la toile au séchage pour faire adhérer au bois et donner à l'ensemble une surface lisse et homogène. On parachève l'opération en appliquant une couche d'apprêt métallisée avant application des couleurs habituelles de camouflage. L'équipe savait qu'à mesure de l'avancée des travaux, leurs locaux ne suffiraient plus et que plus l'avion prendrait forme, moins il aurait de place dans leur atelier. Avant que l'on fixe les ailes sur le fuselage, on doit déplacer le Z-70-15 vers le hangar de restauration. Le 13 mars 1994, le Sea Hurricane quitte l'atelier où il était arrivé 8 ans plus tôt en un amas de métal rouillé pour aller prendre place dans l'atelier de restauration de Duxford. Pour la première fois depuis le début de la restauration, le Z-70-15 se voit retirer ses jambes temporaires et installer un train d'atterrissage flambant neuf. Dans les quelques semaines qui vont suivre, un travail intensif est mené sur l'ensemble de l'appareil. Le train d'atterrissage est définitivement fixé et les ailes qui avaient été séparées du reste de l'appareil tant d'années auparavant reprennent enfin leur place. Un travail d'extrême précision. La pose du moindre boulon pour rattacher les ailes au fuselage prendra encore plusieurs semaines. Une fois fixées, les ailes sont peintes, l'hélice est incorporée et pour la première fois, le Sea Hurricane donne l'impression d'être paré à s'envoler. Le 23 juillet 1994, l'aérodrome de Duxford tout entier résonne d'un bruit qui n'avait pas été entendu là-bas depuis près d'un demi-siècle. Le travail de l'équipe sur le moteur porte ses fruits. Dès la seconde tentative, le moteur Merlin 3 renaît à la vie. Mais le travail est loin d'être achevé. Et il faut encore procéder à plusieurs essais du moteur et à une longue liste de tâches de moindre importance, mais néanmoins nécessaires au premier vol du Sea Hurricane. Au cours de l'automne 1994, de hautes personnalités viennent rendre visite à Duxford. En 1941, ils avaient servi dans l'escadron 880 de l'aéronaval et ont donc des raisons très personnelles pour jeter un coup d'œil au dernier Sea Hurricane existant encore. Paddy Brownlee, Jack Gibson Smith et Hugh Popham ont piloté un Sea Hurricane pendant la Seconde Guerre mondiale et Hugh Popham a même volé sur le Z-70-15.
Le Sea Hurricane est restauré conformément aux appareils que ces hommes ont pilotés lors de l'opération Piédestal sur l'île de Malte et en hommage aux nombreux pilotes qui ont laissé leur vie dans cette rude bataille. Je n'arrivais pas à croire que je voyais cet appareil à nouveau, cet appareil que j'avais déjà piloté. Ce qui est le plus frappant, c'est sa taille. Nous n'avions aucun souvenir d'une taille pareille, et ce n'est pas facile de grimper dedans. Ça doit être à cause de nos vieux os, Jack. Comparativement avec les appareils sur lesquels nous avons reçu notre entraînement, je me souviens de notre soulagement quand nous nous sommes installés aux commandes du Hurricane. Son avantage sur un avion comme le Seafire, par exemple, c'était la qualité de son train d'atterrissage. Il était plus robuste. C'était vraiment un solide appareil. Je pense que l'épisode le plus dramatique de notre carrière fut l'opération Piédestal. L'opération Piédestal fut la dernière mission d'approvisionnement de l'île de Malte en août 1942. La petite île, à l'importance stratégique capitale, avait enduré des mois de harcèlement de la Luftwaffe basée en Sicile, en Italie et en Sardaigne. Un convoi de 14 navires marchands comprenant le tanker Ohio qui venait approvisionner l'île en carburant à l'usage des Spitfire, des Hurricane et des Swordfish qui s'y trouvaient basés. Ce convoi était protégé par les avions du 880e escadron, dont Paddy et Hugh faisaient partie, embarqués à bord des porte-avions Victorious, Eagle et Indomitable, et des vaisseaux Rodney et Nelson. À 20 h le soir du 11 août, les Sea Hurricanes de l'Indomitable sont envoyés pour intercepter des appareils ennemis. Nous volions depuis 1 heure lorsque nous fûmes pris dans l'attaque des navires au coucher du soleil. Nous nous sommes jetés à l'assaut des Junkers 88, alors que nous nous trouvions presque à court de carburant. L'ennemi nous canardait. Je revois encore les balles traçantes. Et j'entends soudain Hugh annoncer qu'il est à court de carburant et qu'il va tenter malgré tout de se poser sur le Victorious. Le Victorious voguait par vent arrière et son capitaine réagit très vite et fait donner à bâbord toute pour se placer par vent debout au moment précis où Hugh effectue son approche. Bien sûr, ça a faussé son approche et il est venu s'écraser entre 2 Hurricanes dans un espace libre. Et au beau milieu, j'ai aussitôt pris feu. La légende raconte que Hugh est allé voir le commandant pour le saluer cavalièrement et dire « Atterrissage réussi, mon commandant ». Paddy et Jack réintègrent leur propre navire malgré des conditions particulièrement difficiles, alors que Hugh reste bloqué sur le Victorious pour le reste de l'opération. Ce fut une nuit horrible. Je n'avais plus d'avion et le lendemain, je n'étais vraiment pas en bon état. Jack et moi avons réussi à rentrer et nous voilà aujourd'hui les vieux de la vieille. On est de la bonne ferraille, comme cet avion. Bien que la Navy ait perdu le porte-avions Eagle, 2 croiseurs et 5 bâtiments marchands sur les 14, l'opération Piédestal est menée à bon terme et est considérée comme un succès. L'approvisionnement de l'île s'effectue et lui rend la capacité de se défendre encore plus farouchement. Au cours de l'hiver 1994-95, survient un problème au niveau de l'hélice. Une pale semble avoir du jeu dans son logement. On pense que cela retardera le bon déroulement des derniers travaux, mais le musée localise et achète un nouveau jeu de pale. Le nez d'origine est réhabilité et les nouvelles pales sont fixées par Michael Barrett de la société Skycraft. L'hélice est renvoyée à Duxford et testée le 24 juin au cours d'une journée d'essai complet. Le 23 juin, John Lewis, pilote d'essai à Shuttleworth, était arrivé à Duxford pour procéder au premier essai de roulage sur Z7015. Pour la première fois depuis des années, le Z7015 se meut de façon autonome.
Tout ce qui reste à effectuer, c'est l'inspection ultime qui donnera au Sea Hurricane l'homologation de vol qui lui manque. Au cours des années, Norman Chapman a fait homologuer avec son équipe la moindre pièce et fait certifier conforme la moindre phase de la restauration de l'appareil. L'ensemble devait à présent recevoir un agrément définitif. Cette attention méticuleuse aux moindres détails porte ses fruits le 5 septembre, lorsqu'au terme d'une journée entière d'inspection et d'analyse des documents accumulés au cours des années, l'inspecteur donne son accord final. Le 17 septembre 1995 marquait précisément les 54 ans et 8 mois écoulés depuis le dernier vol du Sea Hurricane au Canada. Après 45 ans d'inactivité et ensuite au terme de 9 ans, 9 mois et 9 jours de restauration, on allait enfin le revoir prendre les airs. Andy Sefton, pilote d'essai chez Rolls-Royce, arrive en milieu de matinée de Hold Warden. On va d'abord le manier au sol pour éprouver le moteur. Et si c'est bon pour tout le monde, y compris pour moi-même, je vais rouler jusqu'au point de non-retour et prendre l'air si tout va bien. Je partirai dans cette direction, j'essaierai de tourner avant le macadam, mais si ça se passe mal, je ne veux pas me retrouver trop près de l'endroit là-bas qui ne m'inspire pas confiance. Je ne le ramènerai sur le tarmac que s'il le faut. C'est parti. Sefton a volé plusieurs heures sur des Spitfire, mais il n'a jamais piloté de Hurricane. C'est le même type d'habitacle que le Spitfire, le P-51 ou le Bearcat. Du point de vue de sa puissance, il est un petit peu moins puissant que les autres, mais il se montre tout aussi maniable. L'idée du vol test est bien sûr de prouver qu'il peut être piloté sans heurts. Et lors du premier vol, la priorité est de s'assurer que tout marche de façon correcte. Tango Hotel, take off your discretion, the wind is northerly 5 to 10. Ready, Roger. Your flight is approved. Surface wind northerly at 10.
your discretion, northerly 10. Vous voulez que je vous fasse quoi? Le sourire d'atterrissage ou ma grimace tendue pendant le vol? Ah, parfait, merci. Merci à tous. Je prendrais bien une petite tasse de thé. Maintenant qu'il est revenu au sol, je suis soulagé. Je suis vraiment ravi. 9 ans, 9 mois et 9 jours depuis le début de notre aventure. Bon, on restaure lequel maintenant, Monsieur Lee? Ah non, 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 on n'a plus les moyens. La volonté et le dévouement de l'équipe de restauration du Sea Hurricane a permis de voir voler un des appareils les plus rares qui existent encore. Et elles ont ainsi offert un spectacle unique aux générations qui viendront le contempler avec admiration, et ce bien longtemps après que les artisans du Z-70-15 auront disparu. Cavalièrement et dire « Atterrissage réussi, mon commandant ». Paddy et Jack réintègrent leur propre navire malgré des conditions particulièrement difficiles, alors que Hugh reste bloqué sur le Victorious pour le reste de l'opération. Ce fut une nuit horrible. Je n'avais plus d'avion et le lendemain, je n'étais vraiment pas en bon état. Jack et moi avons réussi à rentrer. Et nous voilà aujourd'hui les vieux de la vieille. On est de la bonne ferraille, comme cet avion. Bien que la Navy ait perdu le porte-avions Eagle, 2 croiseurs et 5 bâtiments marchands sur les 14, l'opération Piédestal est menée à bon terme et est considérée comme un succès. L'approvisionnement de l'île s'effectue et lui rend la capacité de se défendre encore plus farouchement. Malta is going over to the attack. Au cours de l'hiver 1994-95, survient un problème au niveau de l'hélice. Une pale semble avoir du jeu dans son logement. On pense que cela retardera le bon déroulement des derniers travaux, mais le musée localise et achète un nouveau jeu de pale. Le nez d'origine est réhabilité et les nouvelles pales sont fixées par Michael Barrett de la société Skycraft. L'hélice est renvoyée à Duxford et testée le 24 juin au cours d'une journée d'essai complet. Le 23 juin, John Lewis, pilote d'essai à Shuttleworth, était arrivé à Duxford pour procéder au premier essai de roulage sur Z-70-15. Pour la première fois depuis des années, le Z-70-15 se meut de façon autonome.
Tout ce qui reste à effectuer, c'est l'inspection ultime qui donnera au Sea Hurricane l'homologation de vol qui lui manque. Au cours des années, Norman Chapman a fait homologuer avec son équipe la moindre pièce et fait certifier conforme la moindre phase de la restauration de l'appareil. L'ensemble devait à présent recevoir un agrément définitif. Cette attention méticuleuse aux moindres détails porte ses fruits le 5 septembre, lorsqu'au terme d'une journée entière d'inspection et d'analyse des documents accumulés au cours des années, l'inspecteur donne son accord final. Le 17 septembre 1995 marquait précisément les 54 ans et 8 mois écoulés depuis le dernier vol du Sea Hurricane au Canada. Après 45 ans d'inactivité et ensuite au terme de 9 ans, 9 mois et 9 jours de restauration, on allait enfin le revoir prendre les airs. Cet appareil fit partie des premiers à être convertis. Des 700 Sea Hurricane fabriqués, il s'agit du dernier existant encore. Les recherches pour retracer l'histoire du Z-70-15 ont duré pour Owen Dinsdale presque autant de temps que le travail de restauration proprement dit. Les recherches ont été entamées par une autre équipe mise en place par d'Oxford et nous les avons reprises partiellement, puis intégralement. Case et moi, nous nous amusons à dire que nous avons commencé à partir d'un échantillon de peinture pour en arriver là où nous en sommes. Les archives démontrent que la partie centrale de l'appareil avait été structurée sous la configuration d'un Hurricane Mark I de 1939. Premier rebondissement, les archives sont incomplètes jusqu'à 2 ans plus tard, où il est fait mention d'un Mark I immatriculé Z-70-15 arrivé en provenance du Canada. Afin de procéder à la fabrication des appareils à l'abri de la menace de guerre grandissante en Europe, Hawker a conclu un accord avec la société Canadian Car and Foundry, établie à Fort William, aujourd'hui rebaptisée Thunder Bay dans l'Ontario. Chaque plan, chaque croquis et la moindre pièce de la chaîne d'assemblage de Kingston sont microfilmés et envoyés au Canada. Il est fort probable que la section centrale du Hurricane bâtie à Kingston ait elle aussi été envoyée à Fort William en tant que patron pour les 1451 appareils construits là-bas en 3 ans pour revenir en Angleterre achevé sous son matricule Z-70-15 en 1941. Cette hypothèse est tout aussi valable pour expliquer le métissage du Z-70-15 que celle du remplacement de la partie centrale d'un appareil de fabrication canadienne par un élément anglais à la suite d'un crash. La logistique de réparation des Hurricanes impliquait le recyclage ou l'incorporation d'éléments issus de plusieurs autres appareils irrécupérables pour rendre un Hurricane à nouveau opérationnel. Selon toute vraisemblance, la véracité des faits ne pourra jamais être connue, mais avec ou sans le début de preuves apporté par la section centrale du Z-70-15, on sait malgré tout que celui-ci fut le 93e Hurricane canadien sorti des chaînes d'assemblage de la Canadian Car and Foundry. Il effectua son vol inaugural depuis Fort William le 18 janvier 1941. Afin de procéder à la fabrication des appareils à l'abri de la menace de guerre grandissante en Europe, Hawker a conclu un accord avec la société Canadian Car and Foundry, établie à Fort William, aujourd'hui rebaptisée Thunder Bay dans l'Ontario. Chaque plan, chaque croquis et la moindre pièce de la chaîne d'assemblage de Kingston sont microfilmés et envoyés au Canada. Il est fort probable que la section centrale du Hurricane bâtie à Kingston ait elle aussi été envoyée à Fort William en tant que patron pour les 1451 appareils construits là-bas en 3 ans pour revenir en Angleterre achevé sous son matricule Z-70-15 en 1941.
Cette hypothèse est tout aussi valable pour expliquer le métissage du Z-70-15 que celle du remplacement de la partie centrale d'un appareil de fabrication canadienne par un élément anglais à la suite d'un crash. La logistique de réparation des Hurricanes impliquait le recyclage ou l'incorporation d'éléments issus de plusieurs autres appareils irrécupérables pour rendre un Hurricane à nouveau opérationnel. Selon toute vraisemblance, la véracité des faits ne pourra jamais être connue, mais avec ou sans le début de preuves apporté par la section centrale du Z-70-15, on sait malgré tout que celui-ci fut le 93e Hurricane canadien sorti des chaînes d'assemblage de la Canadian Car and Foundry. Il effectua son vol inaugural depuis Fort William le 18 janvier 1941. Les documents du test en vol d'origine ont été retrouvés par un coup de chance en 1994 et envoyés à David Lee par David Birch de la Fondation historique Rolls-Royce. Ces documents montraient que les 18 et 19 janvier 1941, le Z-70-15 prit les airs à 5 reprises. Ce rapport et les renseignements qu'il recèle ont traversé les années pour parvenir entre les mains de David Lee. Ils existent grâce à une simple fuite d'huile observée lors des vols d'essai et nécessairement consignée dans ce document il y a de cela 53 ans. Ce Hurricane, parti pour l'Angleterre en 1941, fut alloué à la RAF à la base d'Henlow le 18 mars, d'où il fut ensuite expédié vers une autre unité d'entretien à Campbell cette fois-ci. Sa vie dans la RAF prit fin le 27 juin lorsqu'il fut transféré à la General Aircraft Limited pour conversion en Sea Hurricane 1B. L'aéronaval l'intègre dans ses effectifs le 29 juillet 1941 à Yeovilton. Les nous ont dit, il paraît que vous avez chez vous un Hurricane, à quoi on leur a répondu, mais certainement, vous venez même de marcher dessus. L'équipe du Spitfire se transforme peu à peu en équipe du Hurricane, mais la différence entre les deux appareils a-t-elle suscité des problèmes? La constitution du Spitfire était... Je vais en choquer plus d'un, mais tant pis. Elle était plus facilement gérable par un mécanicien d'expérience. La méthode était plus simple et carrément plus moderne. C'était plus simple avec le Spitfire, qui était juste constitué d'un assemblage de métal et d'un revêtement. Dans le cas du Hurricane, il s'agissait d'une structure plus ancienne, avec le squelette en métal doublé de lattes de bois, donnant leur forme au fuselage et aux ailes, des crochets pour disposer la toile, et la toile elle-même qui constituait la dernière couche. On s'est bien sûr creusé la tête par moments, à se demander s'il avait bien fabriqué cet engin de cette façon. On se disait, comment ils ont fait ça? Oh, ils ont mis des tubes là-dedans? Après un inventaire exhaustif et une évaluation complète de l'état des pièces inventoriées, la reconstruction commence en 1987. La première tâche consiste à remplacer les 4 tubes longitudinaux qui courent du nez à la queue de l'appareil. Conformément aux standards de fabrication chez Hawker, les tubes devaient être soudés de manière angulaire, ce qui constitue pour l'équipe son premier défi. La machine qui permettait l'angulation des tubes venait d'être désassemblée par Hawker à Kingston. Et du coup, on ne pouvait plus aller plus loin. C'était un coup dur, parce que ça nous a pris 6 mois pour obtenir une machine en état de marche, capable de produire les tubes aux dimensions requises. 2 mécaniciens de la base qui travaillaient avec nous à temps partiel ont eu une idée qui fonctionnait aussi bien que la machine d'origine et qui nous a permis d'imprimer les angles voulus à nos tubes. Ça nous a donné les moyens de rebâtir entièrement le fuselage de l'appareil. En 1987, le train d'atterrissage et certaines autres parties comme le radiateur sont envoyés à l'entretien en sous-traitance par des techniciens spécialisés, pendant que le travail continue sur la section centrale et le fuselage de Hurricane. Nous avons remis en état ou remplacé tout ce que nous pouvions sur la structure primaire du fuselage. Toutes ces parties invisibles pour le profane.
car elles sont recouvertes. Nous avons commencé à tout réassembler avec les nouveaux tubes, d'abord sur la section centrale, puis sur la structure du fuselage, ensuite autour du cockpit et la partie située immédiatement sous le moteur. Il y avait beaucoup de travail, parce que le squelette est lui-même parcouru de câbles d'acier servant à tendre l'ensemble. Le Victorious voguait par vent arrière et son capitaine réagit très vite et fait donner à bâbord toute pour se placer par vent debout au moment précis où Hugh effectue son approche. Bien sûr, ça a faussé son approche et il est venu s'écraser entre deux Hurricanes dans un espace libre. Et au beau milieu, j'ai aussitôt pris feu. La légende raconte que Hugh est allé voir le commandant pour le saluer cavalièrement et dire « Atterrissage réussi, mon commandant ». Paddy et Jack réintègrent leur propre navire malgré des conditions particulièrement difficiles, alors que Hugh reste bloqué sur le Victorious pour le reste de l'opération. Ce fut une nuit horrible, je n'avais plus d'avion et le lendemain, je n'étais vraiment pas en bon état. Jack et moi avons réussi à rentrer et nous voilà aujourd'hui les vieux de la vieille. On est de la bonne ferraille, comme cet avion. Bien que la Navy ait perdu le porte-avions Eagle, 2 croiseurs et 5 bâtiments marchands sur les 14, l'opération Piédestal est menée à bon terme et est considérée comme un succès. L'approvisionnement de l'île s'effectue et lui rend la capacité de se défendre encore plus farouchement. Malta is going over to the attack. Au cours de l'hiver 1994-95, survient un problème au niveau de l'hélice. Une pale semble avoir du jeu dans son logement. On pense que cela retardera le bon déroulement des derniers travaux, mais le musée localise et achète un nouveau jeu de pale. Le nez d'origine est réhabilité et les nouvelles pales sont fixées par Michael Barrett de la société Skycraft. L'hélice est renvoyée à Duxford et testée le 24 juin au cours d'une journée d'essai complet. Le 23 juin, John Lewis, pilote d'essai à Shuttleworth, était arrivé à Duxford pour procéder au premier essai de roulage sur Z-70-15. Pour la première fois depuis des années, le Z-70-15 se meut de façon autonome. Tout ce qui reste à effectuer, c'est l'inspection ultime qui donnera au Sea Hurricane l'homologation de vol qui lui manque. Au cours des années, Norman Chapman a fait homologuer avec son équipe la moindre pièce et fait certifier conforme la moindre phase de la restauration de l'appareil. L'ensemble devait à présent recevoir un agrément définitif. Cette attention méticuleuse aux moindres détails porte ses fruits le 5 septembre, lorsqu'au terme d'une journée entière d'inspection et d'analyse des documents accumulés au cours des années, l'inspecteur donne son accord final. L'instruction commence en 1987. La première tâche consiste à remplacer les 4 tubes longitudinaux qui courent du nez à la queue de l'appareil. Conformément aux standards de fabrication chez Hawker, les tubes devaient être soudés de manière angulaire, ce qui constitue pour l'équipe son premier défi. La machine qui permettait l'angulation des tubes venait d'être désassemblée par Hawker à Kingston. Et du coup, on ne pouvait plus aller plus loin. C'était un coup dur, parce que ça nous a pris 6 mois pour obtenir une machine en état de marche, capable de produire les tubes aux dimensions requises. 2 mécaniciens de la base qui travaillaient avec nous à temps partiel ont eu une idée qui fonctionnait aussi bien que la machine d'origine et qui nous a permis d'imprimer les angles voulus à nos tubes. Ça nous a donné les moyens de rebâtir entièrement le fuselage de l'appareil. En 1987, le train d'atterrissage et certaines autres parties comme le radiateur sont envoyés à l'entretien en sous-traitance par des techniciens spécialisés, pendant que le travail continue sur la section centrale et le fuselage de Hurricane. Nous avons remis en état ou remplacé tout ce que nous pouvions sur la structure primaire du fuselage. Toutes ces parties invisibles pour le profane, car elles sont recouvertes. Nous avons commencé à tout réassembler avec les nouveaux tubes, d'abord sur la section centrale, puis sur la structure du fuselage, ensuite autour du cockpit et la partie située immédiatement sous le moteur.
Il y avait beaucoup de travail, parce que le squelette est lui-même parcouru de câbles d'acier servant à tendre l'ensemble dans un méli-mélo assez complexe quand vous installez la moindre partie nouvelle sur ce squelette. On a donc tout reconstruit en partant de la section centrale vers la queue. Le problème que l'équipe savait inévitable et qui avait déjà mis un frein à la première tentative de restauration à la fin des années 70 était l'état de corrosion avancé de la queue qui la rendait irréparable. Heureusement, d'autres Hurricanes souffraient du même problème. Cranfield College avait fabriqué un moule pour les plaques de revêtement au lieu d'employer des plaques préformées pour recouvrir le fuselage à cette partie de l'appareil. D'emblée, on n'y avait pas pensé. Il nous a donc suffi de le leur envoyer, et là, c'était bon. Au cours de l'année 1988, la structure de base était reconstruite, le réservoir et le radiateur réintégrés dans la section centrale après l'intervention de la société Cambridge Radiator. Le problème qui s'est posé ensuite fut la charpente en bois. Elle devait à l'origine être reconstruite pour nous par la société Morris Baylis. Mais malheureusement, ils n'ont pas été loin. Et pour des questions de temps, il nous a fallu tout faire nous-mêmes. Nous trouvions presque à court de carburant. L'ennemi nous canardait. Je revois encore les balles traçantes. Et j'entends soudain Hugh annoncer qu'il est à court de carburant et qu'il va tenter malgré tout de se poser sur le Victorious. Le Victorious voguait par vent arrière et son capitaine réagit très vite et fait donner à bâbord toute pour se placer par vent debout au moment précis où Hugh effectue son approche. Bien sûr, ça a faussé son approche et il est venu s'écraser entre deux Hurricanes dans un espace libre. Et au beau milieu, j'ai aussitôt pris feu. La légende raconte que Hugh est allé voir le commandant pour le saluer cavalièrement et dire « Atterrissage réussi, mon commandant ». Paddy et Jack réintègrent leur propre navire malgré des conditions particulièrement difficiles, alors que Hugh reste bloqué sur le Victorious pour le reste de l'opération. Ce fut une nuit horrible, je n'avais plus d'avion et le lendemain, je n'étais vraiment pas en bon état. Jack et moi avons réussi à rentrer et nous voilà aujourd'hui les vieux de la vieille. On est de la bonne ferraille, comme cet avion. Bien que la Navy ait perdu le porte-avions Eagle, 2 croiseurs et 5 bâtiments marchands sur les 14, l'opération Piédestal est menée à bon terme et est considérée comme un succès. L'approvisionnement de l'île s'effectue et lui rend la capacité de se défendre encore plus farouchement. Malta is going over to the attack. Au cours de l'hiver 1994-95, survient un problème au niveau de l'hélice. Une pale semble avoir du jeu dans son logement. On pense que cela retardera le bon déroulement des derniers travaux, mais le musée localise et achète un nouveau jeu de pale. Le nez d'origine est réhabilité et les nouvelles pales sont fixées par Michael Barrett de la société Skycraft. L'hélice est renvoyée à Duxford et testée le 24 juin au cours d'une journée d'essai complet. Le 23 juin, John Lewis, pilote d'essai à Shuttleworth, était arrivé à Duxford pour procéder au premier essai de roulage sur Z7015. Pour la première fois depuis des années, le Z7015 se meut de façon autonome. Tout ce qui reste à effectuer, c'est l'inspection ultime qui donnera au Sea Hurricane l'homologation de vol qui lui manque. Au cours des années,
Andy Sefton, pilote d'essai chez Rolls-Royce, arrive en milieu de matinée de Hold Warden. On va d'abord le manier au sol pour éprouver le moteur. Et si c'est bon pour tout le monde, y compris pour moi-même, je vais rouler jusqu'au point de non-retour et prendre l'air si tout va bien. Je partirai dans cette direction, j'essaierai de tourner avant le macadam, mais si ça se passe mal, je ne veux pas me retrouver trop près de l'endroit là-bas qui ne m'inspire pas confiance. Je ne le ramènerai sur le tarmac que s'il le faut. C'est parti. Sefton a volé plusieurs heures sur des Spitfire, mais il n'a jamais piloté de Hurricane. C'est le même type d'habitacle que le Spitfire, le P-51 ou le BA-4. Du point de vue de sa puissance, il est un petit peu moins puissant que les autres, mais il se montre tout aussi maniable. L'idée du vol-test est bien sûr de prouver qu'il peut être piloté sans heurts. Et lors du premier vol, la priorité est de s'assurer que tout marche de façon correcte. Tango Hotel, take off your discretion, the wind is northerly 5 to 10. Les avions embarqués étaient les Skua, Albacore, Fulmar et Swordfish, comme ce duo restauré par l'escadre historique de la Royal Navy. C'est fascinant de voir qu'ils étaient dotés d'avions littéralement en décrépitude. Je savais qu'il s'agissait d'un petit corps, mais ces hommes étaient animés d'un esprit hors du commun. Et ce, malgré l'état de leur machine. L'Amirauté considérait ces avions comme ses navires, préconisant un usage multiple et un équipage au grand complet à ses commandes. Selon certaines huiles, les avions devaient pouvoir servir à l'interception de vaisseaux armés, à des reconnaissances occasionnelles et à des missions de torpillage. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale va éclater, l'Amirauté n'a encore jamais envisagé de se doter d'appareils effectuant une seule tâche spécifique, allant même jusqu'à décider de l'inutilité de cette démarche à la suite de tests effectués avec des Hurricanes. L'Amirauté doutait que l'on puisse manœuvrer un monoplan et le faire décoller d'un porte-avions. L'Amirauté devait se voir contredite par la campagne norvégienne menée par la RAF. En juin 1940, les Hurricanes de l'escadrille 46 sont envoyés à bord du HMS Glorious pour assurer la couverture aérienne de l'évacuation des troupes en employant dans les terres des pistes d'atterrissage de fortune établies à la hâte. Devant la progression rapide des troupes allemandes, le commandant Cross reçoit l'ordre de détruire ces Hurricanes ou de les envoyer à la suite des équipes au sol vers la côte nord pour être démantelés et rapatriés par cargo. Cross estima que les deux options étaient une perte de temps et de précieux matériel. Après concertation avec le capitaine du Glorious, Cross s'envole vers le porte-avions qui fait route à pleine puissance et le rejoint avec 10 appareils de son escadrille. Il avait fait lester la queue de ces appareils qui vinrent les uns après les autres se poser avec largement d'espace pour effectuer la manœuvre, avec pour seul incident une roue endommagée de la queue de l'appareil de Cross. Malheureusement, le Glorious est intercepté en route par 2 vaisseaux allemands et coulé, avec tous les appareils et surtout 1515 hommes d'équipage. De tous ces hommes, seuls 43 survécurent, dont le commandant Cross et son second,
le capitaine Jameson. Tous deux continueront la guerre et recevront les plus hautes distinctions. C'était un événement tragique, mais très important. Si les avions de la RAF étaient guère nombreux et les avions reçus par le corps volant étaient vétustes et dépassés. La division volante de la Navy ne fut dotée du support technique et de ses avions que juste avant la guerre. Il était bien sûr trop tard, dans la mesure où la production d'avions était destinée quasi exclusivement à la RAF. Les avions embarqués étaient les Skua, Albacore, Fulmar et Swordfish, comme ce duo restauré par l'escadre historique de la Royal Navy. C'est fascinant de voir qu'ils étaient dotés d'avions littéralement en décrépitude. Je savais qu'il s'agissait d'un petit corps, mais ces hommes étaient animés d'un esprit hors du commun. Et ce, malgré l'état de leur machine. L'amirauté considérait ces avions comme ses navires, préconisant un usage multiple et un équipage au grand complet à ses commandes. Selon certaines huiles, les avions devaient pouvoir servir à l'interception de vaisseaux armés, à des reconnaissances occasionnelles et à des missions de torpillage. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale va éclater, l'amirauté n'a encore jamais envisagé de se doter d'appareils effectuant une seule tâche spécifique, allant même jusqu'à décider de l'inutilité de cette démarche à la suite de tests effectués avec des Hurricanes. L'amirauté doutait que l'on puisse manœuvrer un monoplan et le faire décoller d'un porte-avions. L'amirauté devait se voir contredite par la campagne norvégienne menée par la RAF. En juin 1940, les Hurricanes de l'escadrille 46 sont envoyés à bord du HMS Glorious pour assurer la couverture aérienne de l'évacuation des troupes en employant dans les terres des pistes d'atterrissage de fortune établies à la hâte. Devant la progression rapide des troupes allemandes, le commandant Cross reçoit l'ordre de détruire ces Hurricanes ou de les envoyer à la suite des équipes au sol vers la côte nord pour être démantelés et rapatriés par cargo. Cross estima que les deux options étaient une perte de temps et de précieux matériel. Après concertation avec le capitaine du Glorious, Cross s'envole vers le porte-avions qui fait route à pleine puissance et le rejoint avec 10 appareils de son escadrille. Il avait fait lester la queue de ces appareils qui vinrent les uns après les autres se poser avec largement d'espace pour effectuer la manœuvre, avec pour seul incident une roue endommagée de la queue de l'appareil de Cross. Malheureusement, le Glorious est intercepté en route par 2 vaisseaux allemands et coulé, avec tous les appareils et surtout 1515 hommes d'équipage. De tous ces hommes, seuls 43 survécurent. Le général de brigade aérienne Wheeler est à l'époque membre du conseil d'administration de la collection Shuttleworth. Il avait par le passé engagé l'équipe de Doughty pour la restauration d'un Gloster Gladiator, un travail qui l'avait impressionné. Malheureusement, alors même que nous n'avions rencontré aucune difficulté dans notre tâche, le temps pour nous d'en arriver à la queue, nous avons découvert à quel point celle-ci était rouillée. Nous avons mené une enquête pour évaluer la fiabilité et la faisabilité du remplacement pur et simple de la queue. Une enquête restée sans succès. Et le projet dut être abandonné. À ma grande déception, l'appareil fut réexpédié en pièces détachées à Old Warden. Il y restera jusqu'en 1981, sauf pour les ailes qui furent envoyées à British Airways à Heathrow en 1980 dans l'attente d'une éventuelle restauration dans les années à venir. La collection Shuttleworth cherchait qui pourrait bien se charger de la restauration du Sea Hurricane. Ils nous ont contactés, à quoi nous avons répondu bien vouloir tenter l'expérience et ils nous ont amené le Sea Hurricane en plusieurs pièces dès 1982. Le Hurricane est arrivé au musée impérial et a été placé dans ce qui est aujourd'hui le hangar 5. Et quelques volontaires bien courageux se sont attelés au travail.
Malheureusement, cette équipe n'a pas vraiment accompli grand-chose à cause des très faibles moyens dont nous disposions. Alors, je me souviens l'avoir réclamé haut et fort. Une équipe de restauration ne peut fournir de résultats probants que si elle se voit accorder les fonds nécessaires. Un accord est signé entre Shuttleworth et Duxford et Norman Gardiner est nommé responsable du projet de restauration. J'ai demandé à David Lee, directeur adjoint à Duxford, ce qu'il était advenu de l'équipe qui avait restauré le Spitfire. Voici le résultat du travail de cette équipe sur le Spitfire Mark Vc de la collection Shuttleworth. Les hommes qui l'ont restauré avaient derrière eux une longue expérience dans le domaine et une bonne réputation. Mais ils hésitaient à reprendre un nouveau projet issu de la collection Shuttleworth. Lee et son équipe se sont vus couverts de louanges pour leur travail sur le Spitfire. Et ce que j'espérais, c'était de les voir s'atteler au Hurricane pour accomplir un travail aussi bon. L'équipe est constituée en janvier 1986 et se met au travail dans ce qui sera désormais connu sous le sobriquet de Atelier Sea Hurricane. Keith Taylor, chef d'équipe et spécialiste du moteur Rolls-Royce Merlin, s'imagine encore que le travail du groupe ne durera pas longtemps. Ce document, il y a de cela 53 ans. Ce Hurricane, parti pour l'Angleterre en 1941, fut alloué à la RAF à la base d'Henlow le 18 mars, d'où il fut ensuite expédié vers une autre unité d'entretien à Campbell cette fois-ci. Sa vie dans la RAF prit fin le 27 juin lorsqu'il fut transféré à la General Aircraft Limited pour conversion en Sea Hurricane 1B. L'aéronaval l'intègre dans ses effectifs le 29 juillet 1941 à Yeovilton. Il est parti pour servir sous le premier escadron équipé de Sea Hurricanes, le 880e. Il devait être ensuite intégré au HMS appelé l'Indomptable. Les archives montrent qu'une formation placée sous le commandement du lieutenant-colonel Judd, embarqué sur le HMS Furious, décolle pour une mission au-dessus de Pezzano. Le reste de l'escadron, y compris le Z-70-15, parcourt les aérodromes des comtés de Hockley et de Shetland sous le commandement du lieutenant W.H. Martin. Au retour de la formation de Judd, l'escadron 880 se regroupe à Sumburgh et le Z-70-15 est piloté à 5 reprises par le sous-lieutenant Popham selon les manifestes de vol. Le 13 octobre 1941, l'escadron 880 est affecté au porte-avions Indomptable. Le 7 octobre, le Z-70-15 quitte Sumburgh comme l'indique le journal de bord de l'escadron. Mais il ne figure pas au nombre de Sea Hurricane qui arrivent sur le porte-avions. Sa disparition demeure un mystère. On le retrouve une dernière fois avec certitude en avril 1942, dans des hangars civils à Barton, dans la région de Manchester. Il semble que l'appareil y ait subi des réfections en profondeur, incluant la restauration du train d'atterrissage. De décembre 1942 à la mi-43, il est affecté à l'escadron 759, ce qui est en fait l'école de pilotage de Yeovilton. À la fin de 1943, il a été envoyé à l'école de l'air de Loughborough, ce qui lui a valu de réchapper à la guerre. Le 21 février 1961, Loughborough échange son Sea Hurricane et un Spitfire 5C contre un jet Provost avec la collection Shuttleworth. Le Z-70-15 trouve enfin sa place parmi les autres appareils historiques de Hall Warden. Le Sea Hurricane sous l'apparent vaisseau à catapulte, d'anciens navires commerciaux, avec un équipage de la Royal Navy et des pilotes de la 804e aéronavale. Au milieu de l'année 1940, 35 Hurricane Mark I reçoivent des modifications leur permettant d'être catapultés depuis des navires. Les VMAC, ou vaisseaux marchands armés de catapultes, étaient semblables à ceux de l'aéronavale,
mais leurs équipages étaient constitués de volontaires récemment groupés à Liverpool, issus de la marine marchande et de pilotes de la RAF. Il s'agit des premiers Sea Hurricane, ou Hurricats, qui n'étaient employés qu'avec circonspection. Sur les 200 VMAC prévus en 1940, il n'en fut converti que 35, qui effectuèrent 175 missions de protection de convoi. C'était une décision importante à prendre pour un VMAC que de lancer son appareil, parce que c'était le seul dont le vaisseau disposait sans aucune possibilité de le récupérer. Mais bientôt, nous avons trouvé refuge sur les navires américains Woolworth, qui étaient bien meilleurs que les nôtres. J'ai servi à bord d'un vaisseau anglais, le Campania, qui était tout simplement horrible. Mais peu à peu, une flotte s'est constituée grâce à ces bateaux américains, avec lesquels on a pu fournir une bonne couverture au convoi. Parmi les raisons historiques ayant poussé les gens de Duxford à accueillir le Sea Hurricane, la bataille d'Angleterre fut un des critères décisifs, le Sea Hurricane ayant précieusement secondé la RAF lors des affrontements dans les cieux anglais. Le lieutenant R.J. Cork était sous les ordres de Douglas Bader. Il a acquis sa première expérience sur Hurricane dans la RAF avant leur introduction dans l'aéronavale. Cork s'y est distingué avant de rejoindre les Sea Hurricane de la Royal Navy, dont il fut l'un des meilleurs pilotes. Mais il trouvera la mort en 1944. À la fin de l'année 1940, il apparaît évident que l'éthique navale est inadaptée aux besoins contemporains d'appareils monoplaces embarqués, capables de développer de grandes vitesses. La versatilité du Hurricane en fait le seul appareil disponible immédiatement pour reconversion. En 1941, l'aéronavale procède à la formation des pilotes. Des hommes dotés d'une certaine expérience sur Hurricane comme Cork avaient pour charge d'effectuer au mieux la transition et d'enseigner les tactiques de combat acquises lors de la bataille d'Angleterre. Le premier véritable Sea Hurricane doté d'un crochet, d'un chariot à catapulte et d'une radio longue portée sort d'une série de tests menés sur le prototype par la firme Hawker. Les versions du Sea Hurricane qui suivront seront confiées